Bonsoir à chacun et à tous. Cette édition va s'ouvrir par les nouvelles du triste incident de ce lundi dans la Takora. 2 des 5 écoliers blessés sont encore aux soins intensifs dans ce drame ayant coûté la vie à 2 autres enfants, une enseignante de leur établissement scolaire. L'école primaire publique de Dassagaté serait à l'origine du sinistre. Évolution de l'état de santé des apprenants hospitalisés et toute la lumière sur cet incident dans quelques instants. Le CFA va-t-il juste changer de nom et devenir éco dans l'espace UEMOA si tous les États faisaient comme le Bénin en adoptant l'accord de coopération monétaire? Interrogation au cœur des analyses de notre invité dans ce 19h30. L'économiste Albert Roloncourt va nous éclairer sur l'adoption hier à l'Assemblée nationale de cet accord signé par les pays de la sous-région au nom de l'intégration monétaire sous-régionale. Et puis des poches de résistance encore à Togmé, à Donkor, dans l'emprise de 80 hectares destinés aux infrastructures. La sommation de libération immédiate du ministère du cadre de vie de ce lundi n'émousse pas l'ardeur de certains occupants. Ils se disent en droit de demeurer sur ces propriétés dont l'État n'a pas encore procédé, disent-ils, au dédommagement dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Eh bien, 3 écoliers tués et 5 autres blessés, dont 2 toujours hospitalisés au centre hospitalier départemental à Takora. C'est le triste bilan du drame survenu en début de semaine à l'école primaire publique de Dassagaté. Nous sommes là à Natitingou, 24 heures après cet incident causé par une enseignante de cette école. Alassane Arounan est descendu sur les lieux du drame avant de rallier le centre hospitalier départemental de l'Atakora. Il a rencontré dans la foulée le directeur départemental des enseignements maternels et primaires à Takora, venu s'enquérir des conditions de prise en charge sanitaire des écoliers blessés. Le point. Ce 22 janvier 2024 aura été un lundi noir pour les apprenants et enseignants de l'école primaire publique d'Assakaté à Natitengo. Alors que l'école s'apprêtait à fermer ses portes aux environs de 17 heures passées de 30 minutes, une institutrice de l'école voulant démarrer son véhicule, préalablement stationné dans la cour, percute par une vive marche arrière incontrôlée 8 écoliers. Parmi eux, 3 vont rendre l'âme sur place. Les 5 autres seront transportés en urgence au centre hospitalier départemental de l'Atakora. Hier, à la sortie des écoliers de l'école primaire publique de Dassagaté, et il s'est fait que l'une des maîtresses, en manœuvrant son véhicule, s'est trompée. Et il s'est fait qu'elle est allée, au lieu d'avancer, elle a plutôt fait la reverse. Et en appuyant sur l'accélérateur, elle a paniqué et puis voilà, ça fait d'énormes dégâts sur près de 50 mètres. C'est même le mur de la clôture de l'école qui a pu arrêter ce véhicule qui était à une allure très importante. Donc ça a surpris les enfants qui, à la sortie des classes, étaient encore dans la cour de l'école. Le bilan sur place, il y avait eu 3 décès et 5 enfants blessés. À l'école primaire publique de Dassakaté, ce mardi matin, lendemain du drame, la cour était déserte, les classes hermétiquement fermées. Seuls les décombres de la clôture ayant arrêté le véhicule accidenté dans sa folle course peut témoigner de cet incident. Au domicile du petit Yves Saï, 7 ans en classe de CP, tué au cours de cet accident, la consternation était à son comble et le père inconsolable. On était à la maison quand l'enfant est parti à l'école. Nous attendions à ce que l'enfant revienne. C'est triste, c'est douloureux, mais on n'a pas le choix. Bon, quand on a appris l'accident dans l'école, on a suivi directement jusqu'au module. On est arrivé voir l'enfant était décédé. Bon, tout ça là, on ne peut rien dire que la prière. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ça fait mal. Mais on ne peut que supporter. Pour s'enquérir des conditions de prise en charge sanitaire des blessés, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires s'est rendu ce mardi au centre hospitalier départemental de l'Atakora. Hier soir, on était là et ce matin encore, nous sommes arrivés. Il ne reste plus que sur les 5 blessés, il n'y a que 2 qui sont encore là en train de suivre les soins.
Mais leurs cas ne sont du tout pas, ne sont plus graves. Les cas ne sont plus graves. Ils ont retrouvé. Et d'après le médecin, c'est qu'on n'a plus beaucoup à craindre par rapport à leur... Ils sont pratiquement, ils vont bien. C'est le suivi qui reste et c'est un petit saut. Tout en déplorant ce drame qui a plongé les populations de la cité dans un émoi total, le coordonnateur communal de l'association des parents d'élèves suggère des mesures palliatives pour éviter à l'avenir de tels drames. Par rapport à cette situation, c'est de prendre vraiment des dispositions pour voir si prochainement dans des écoles, les écoles pourront bénéficier des garages où les enseignants peuvent garer les véhicules, les motos, à un endroit où les enfants seront un peu sécurisés. Juste après ce drame, les 3 corps remis aux parents ont été inhumés tard dans la nuit. Et voilà, pour ce qui est de ce drame à Nati Tengvou. Et à Cotonou, ici, les experts et spécialistes en matière de technologie des pays membres du Centre de réflexion et d'échange entre dirigeants des administrations fiscales sont présents en atelier. Ils participent aux travaux du séminaire international qui prépare la conférence annuelle du CEDRAF. C'est pour juin prochain. Les discussions portent sur les enjeux fiscaux et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le séminaire est organisé par la DGI, Direction Générale des Impôts du Bénin. Idrissou Boukari. En prélude à sa conférence annuelle prévue en juin prochain à Brazzaville au Congo, le Centre de réflexion et d'échange entre dirigeants des administrations fiscales tient un séminaire préparatoire à Cotonou. Thème des discussions: collecte des données, les administrations fiscales à l'épreuve des solutions technologiques innovantes, intelligence artificielle, data mining. Ce séminaire préparatoire est une occasion pour les pays membres du CREDAF de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la collecte des données. La collecte des données est une fonction cruciale de nos administrations dans la mesure où elle nous permet de garantir l'équité et de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Cependant, l'utilisation des technologies soulève des défis, notamment en termes de protection des données et de confidentialité. Par conséquent, je souhaite que durant les 3 jours de travaux, nous échangions sur ces enjeux et que nous réfléchissions ensemble aux meilleures pratiques à mettre en œuvre au sein de nos administrations fiscales. L'introduction du data mining dans l'administration fiscale offre une opportunité inestimable pour renforcer l'efficacité et l'équité de la collecte des impôts. Le data mining permet d'analyser de vastes ensembles de données pour identifier des schémas, des tendances et des anomalies. En exploitant ces informations, les autorités fiscales peuvent mieux cibler les contribuables qui échappent à l'impôt, réduisant ainsi l'évasion fiscale et renforçant la justice fiscale. Les travaux sont ouverts ce mardi 23 janvier 2024 par le représentant du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération. Le CREDAF, en collaboration avec la Direction générale des impôts du Bénin, a choisi d'organiser ce séminaire pour accompagner les pays membres dans les réformes, renforcer leurs capacités et favoriser l'échange d'expériences. Ce forum offre une occasion unique d'identifier les meilleures pratiques actuelles et futures, de relever les défis majeurs auxquels nos administrations fiscales sont confrontées et de dégager des perspectives. Les travaux de ce séminaire international, qui seront constitués de sessions plénières et ateliers, prennent fin le jeudi 25 janvier 2024. Le ministère de l'Économie et des Finances attend des participants des recommandations pertinentes qui permettront de renforcer la connaissance de chaque pays membre du CREDAF sur les pratiques innovantes.
Le Parlement a adopté hier l'accord de coopération monétaire signé à Abidjan le 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est un pas vers l'écho de l'UEMOA et l'abandon progressif peut-être du CFA. C'est à l'unanimité des députés présents que le vote a été acté. Nous allons comprendre les implications de cet acte législatif avec notre invité de ce 19h30, économiste et directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, professeur Albert Onokou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous entretenir sur le sujet. Et déjà, je suis tenté de vous demander si l'écho est acté tel qu'il est cautionné là par l'Assemblée nationale du Bénin, qu'est-ce qui va réellement changer en termes de comparaison avec le CFA dans la monnaie de ces pays de l'UEMOA? Non, je peux dire encore que l'écho n'est pas acté. L'écho est encore loin. L'écho sera acté quand on aura l'écho CEDEAO. C'est vrai, il y avait un discours politique à Abidjan en décembre 2019 parce que c'était la critique fondamentale, c'était l'une des critiques, le symbolisme, où on a dit franc CFA, d'abord franc des colonies françaises d'Afrique avant de changer de nom, tout ça, que ça résonnait toujours comme une monnaie coloniale. Donc le changement du nom était à l'ordre du jour. Et le président Ouattara et le président Macron, en communiquant à la rencontre d'Abidjan, où on devait revoir les accords entre les pays de l'UEMOA et la France, on dit que la monnaie CFA va changer de nom, elle va devenir ECO. Mais rapidement, il y a les techniciens qui ont recadré ce discours, surtout la BCAO, pour dire il n'y aura plus le franc CFA quand on aura l'ECO. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va transformer le franc CFA en ECO. Le franc CFA continuera de courir, le franc CFA reformé, jusqu'à ce qu'on ait la monnaie CEDEAO, dont l'échéance prochaine est 2027. Si on a la monnaie CEDEAO qui est ECO, là, on n'aura plus le CFA. Puisque c'est un projet commun aux pays de la CEDEAO, dont les pays de l'UEMOA. Donc, lorsqu'on aura l'ECO, on n'aura plus le CFA. Mais le CFA ne va pas changer de nom et attendre l'écho. Et qu'est-ce que ce que les députés ont voté à l'Assemblée nationale ont adopté hier à avoir comme incidence dans le processus de modernisation et de réforme du CFA en attendant l'écho? Oui, en fait, il y avait l'accord de 1973 qui a un peu évolué parce que avant 1973, c'était 100% des réserves de change qui restaient en France, c'est-à-dire quand les pays de l'UEMOA vendaient à l'étranger et on les payait en devises, quand on parle de devises, le dollar, etc. Ça restait à la France avant 1973. Mais après 1973, c'était 65% qui devait rester à la France et 35% serait géré par la BCAO. Maintenant, en 2005, il y avait déjà une réforme où c'est maintenant 50% qui restent au Trésor français dans un compte qu'on appelle le compte d'opération, qui est un compte courant, c'est-à-dire si la BCAO en a besoin, ils vont toujours puiser là-bas, mais avec des conditions strictes. Mais depuis 2019, il y a la France, et ça faisait partie des critiques aussi. Et la France a dit, on ne garde plus de réserves en France, donc il n'y aura plus de compte d'opération. La totalité des réserves, les 100% vont rester à la BCAO. Donc, professeur, pour finir, ceux qui crient halte à la trahison par rapport aux autres pays de la CEDEAO n'ont pas forcément compris ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale. Que le Bénin se désolidarise des autres pays. Non, il n'y a pas ça. Puisque dans l'accord, vous n'allez même pas faire voir de référence à l'écho. Il n'y a même pas une affaire d'écho dedans. Il y a certaines évolutions. Bon, comme nous autres, on a dit que ce n'est pas des évolutions fondamentales. C'est-à-dire les réserves seront gérées par la BCAO. Il n'y aura plus des représentants français dans les organes de gestion de la monnaie, comme c'était avant, comme c'était visible avant, même s'il y a quelques arrangements où il y aura toujours l'œil de la France. C'était des évolutions. Mais pour les économistes, ils disaient que l'évolution n'était pas fondamentale parce que la parité fixe, la libre convertibilité, la libre transférabilité de la monnaie sont des critères qui sont restés. Alors que, surtout la parité fixe faisait partie aussi de critiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'accord que
les députés ont ratifié après la signature par le ministre des Finances, c'est quand même une évolution, puisque la France ne gère plus 50% des réserves de change. Toutes les réserves sont désormais gérées par la BCEAO. Ça, c'est quand même une évolution. Et puis, il y a aussi une certaine indépendance des organes de gestion de notre monnaie par rapport à la France. Merci à vous, professeur Albert Oloncou. Je rappelle, vous êtes expert, vous avez illuminé les députés à propos de ce sujet. Économiste et professeur d'université, directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Merci d'être venu dans ce 19h30. On retourne à l'école. Les collèges d'enseignement généraux des départements du littoral et ceux de l'Atlantique organisent depuis ce matin les devoirs de fin de premier semestre. Au CEG Le Méridien à Abomey-Calavi, enseignants et apprenants se prononcent sur le déroulé des compositions et le contenu des épreuves. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Florence Bossa. Ce mardi 23 janvier, deuxième journée du deuxième devoir surveillé du premier semestre. Les apprenants du collège Méridien ont planché dans plusieurs matières. Au thème des épreuves, ils estiment avoir bien entamé la composition, même si certaines épreuves comme la mathématique a été difficile. Ça s'est bien passé. On a travaillé un peu, mais il y a des moments où on a eu des difficultés. Pour faire un bref résumé, ça n'a pas été pas mal. Bon, pour moi, de mon côté, je vais dire que je n'ai pas aimé la maths d'aujourd'hui. C'est seulement l'anglais et la SVT d'hier que j'ai pu travailler. Dans les matières comme SVT, français et les autres matières, j'ai travaillé, mais en maths, ça a été un peu difficile pour moi parce que j'ai un peu de difficulté à travailler en maths. La composition a été bonne, mais je ne travaille pas bien en maths et en communication écrite parce que c'est difficile pour moi. J'aurai la moyenne pour le premier semestre. Dans la perspective d'améliorer le rendement des élèves après 2 semaines de congé de fête de fin d'année, les enseignants ont mis l'accent sur les séances de révision à travers les exercices. Avant d'envoyer les enfants composer, il faut d'abord une semaine d'intégration. À travers cette semaine d'intégration, on révise les notions enseignées dans la classe pour permettre à ces enfants-là de briller à travers les différentes épreuves. Quand nous venons en classe, nous leur disons de se débarrasser des documents, des sacs, des cartouches éventuelles et nous faisons aussi les contrôles. Selon le calendrier scolaire de l'année 2023-2024, le deuxième semestre débute le 26 février et prend fin le 18 juin prochain. Nous en sommes maintenant à cette deuxième édition des journées d'orientation au profit des élèves et apprenants des établissements publics, privés, secondaires et généraux, ainsi que d'enseignement technique et de formation professionnelle. L'initiative portée par le ministère de tutelle connaît le soutien financier de l'ambassade de France et de l'Union européenne. Les manifestations de Boycon marquent le lancement de la série d'activités prévues pour se dérouler dans 4 départements du Bénin. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. Les journées sont organisées au profit des élèves et apprenants des établissements secondaires généraux ainsi que d'enseignement technique et de la formation professionnelle du public comme du privé. Elles sont initiées dans le but d'apporter les informations nécessaires aux bénéficiaires pour leur orientation vers des offres de formation plus adaptées aux réalités du temps, mais aussi amener les entreprises béninoises à intégrer dans leur culture la formation. Dans le souci de tenir compte des recommandations de la première édition et d'impacter le grand nombre d'élèves, parents d'élèves, apprenants, le public, la deuxième édition des journées d'orientation est ouverte à tous les établissements de l'ESG public comme privé et se déroulera dans 4 départements, à savoir le Zou, le Borgou, le Monou et les Coligny. Orienter nos jeunes vers des métiers pratiques qui sont recherchés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. 70% seront orientés vers des métiers pratiques, contre 30% pour des formations classiques que nous avons. C'est cette approche qui va nous permettre aujourd'hui
de régler le problème de sous-emploi que nous observons aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Pour cette deuxième édition, la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a bénéficié de l'appui financier de l'ambassade de France et de l'Union européenne. Novicele, de toutes les journées que vous allez passer à l'école, celle-ci est parmi les plus déterminantes. Alors, Mikinclin, Midoto, Bokan, Robio. Organisées dans le cadre du projet Soutenir l'entreprise, les manifestations sont étalées sur 2 jours. Elles sont meublées par des communications, des visites de stands des entreprises et des établissements publics et privés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, puis des coachings individuels. Il me plaît de rappeler ici que la question de l'emploi des jeunes s'inscrit parfaitement dans la vision du programme du président de la République qui milite en faveur de l'instauration d'un dispositif pérenne de développement des compétences techniques et professionnelles au Bénin. Partant de cette ambition, vous convenez avec moi que l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle n'est plus à démontrer de nos jours, car elle détermine fortement les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail, devenu de plus en plus très difficile. Cela est confirmé par la réalisation de la première édition où des familles, des parents d'élèves ont fortement envahi les lieux pour avoir, avec le concours de formateurs, des informations relatives à l'orientation de leurs enfants. Après l'étape de Boïcon, les organisateurs, partenaires et autres acteurs impliqués mettront le cap respectivement sur les villes de Parakou, Lokossa et d'Assazoumen. L'idée est de donner la bonne information aux apprenants pour leur permettre de choisir une filière en fonction de leurs intérêts et parcours scolaires, de même que les besoins du marché du travail. Dans un communiqué en date de ce lundi, je vous le disais en sommaire de cette édition, le ministère du Cadre de Vie, des Transports chargé du développement durable met en garde les occupants illégaux entre Togben et Adonko. L'adresse de l'autorité leur rappelle l'imminence du démarrage des travaux physiques de réalisation des infrastructures dans ce périmètre des 80 hectares illégalement occupés. Ils doivent impérativement libérer les lieux dans 15 jours, ordonne le communiqué. Sur le terrain, quelques propriétaires terriens traînent encore les pas, constate une équipe en descente sur le site d'Edi Goudala. Encore quelques jours et ce bâtiment implanté sur ce domaine déclaré d'utilité publique se verra entièrement à terre. Tout comme le propriétaire de cet immeuble, bien d'autres se retrouvent également dans cette situation. Sur le tronçon Togben-Adonko, route des pêches, les occupants des espaces publics sont sommés de libérer l'emprise en raison du démarrage imminent des travaux physiques de réalisation des infrastructures prévues sur le périmètre des 80 hectares. Le communiqué du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable en date du lundi 22 janvier 2024 invite les personnes affectées occupant encore leur terrain physiquement ou matériellement à libérer impérativement les lieux dans un délai de 15 jours à compter du 23 janvier au 6 février 2024. Sur le terrain, certains propriétaires semblent encore traîner les pas. Joints au téléphone, ils affirment qu'aucun dédommagement ne leur a été octroyé, ce qui justifie leur présence encore en ces lieux à 2 semaines de la date butoir. Un récit de Teddy Goudala. En culture maintenant, les hauts dignitaires de la tradition de Zogbo à Cotonou, dans la 16e circonscription électorale, ont présenté samedi leurs vœux de nouvel an au président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biochane. C'était à l'occasion d'une cérémonie de prière pour la nation et à l'endroit de tous les gouvernants organisée sous la coordination de l'élu municipal de Cotonou, Émile Rondeladji. Il était accompagné pour la circonstance d'autres élus BR de la ville de Cotonou. Clément Achadé. Quelques semaines après la célébration au plan national de la fête de Vodou, les hauts dignitaires de la tradition de la 16e circonscription électorale sacrifient à la tradition de présentation de vœux au parti Bloc républicain.
Réunis autour de leur leader, Émile Houndeladji, accompagné de 2 autres élus municipaux au quartier Zogbo de Cotonou, ils ont d'abord prié pour la nation, les institutions de la République et les dirigeants du pays. C'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant l'annonce de votre intention de présenter vos vœux de nouvel an au président de notre parti commun. Nous avons été si sensibles que nous avons tout abandonné pour porter votre message au président Abdoulaye Biotchane, que je demande d'applaudir. Au-delà d'une simple rencontre de prière et de vœux, ce fut également l'occasion pour ces hauts dignitaires de réitérer leur soutien au parti du Cheval Blanc Cabré et à son président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Ces initiés de la tradition ont aussi formulé des doléances à l'endroit des autorités pour plus d'attention à leur organisation. Des doléances que l'élu municipal de Cotonou a promis de transmettre au ministre d'État avant de présenter en retour ses vœux aux dignitaires. Je vous formule en retour des vœux d'une année de santé, de paix, de bonheur, de bénédiction, de grâce pour vous-même, vos familles respectives, mais aussi et surtout des vœux d'engagement, d'abnégation et d'unité autour des idéaux du bloc républicain. Cette action qui est la vôtre prouve combien de fois l'enracinement de notre parti à la base vous tient à cœur. Je vous exhorte donc à ne rien lâcher, à poursuivre cette lancée et à travailler avec dévouement pour le bloc républicain prenant les devants sur l'échiquier politique national. Passé l'étape des vœux et des bénédictions, le conseiller Émile Houndeladji a procédé à la remise de vivres et autres cadeaux au père de la tradition au nom du leader du parti du Cheval gagnant, le bloc républicain. Des dons composés de sacs de riz, des bidons d'huile et de cet animal gracieusement offert. Info Cannes pour finir ce 19h30 pour le compte des dernières explications de la phase de groupe. 4 différentes affiches au programme aujourd'hui. La Namibie affronte en ce moment même le Mali, l'Afrique du Sud face à la Tunisie. Ces 2 rencontres abordent en ce moment même, à l'instant, les dernières minutes et score vierge et nul, toujours 0 but partout. À 21h, la Tanzanie défie la République démocratique du Congo, puis la Zambie va en découdre avec le Maroc. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.